Salut à tous, c'est Yvan. On se retrouve pour le dernier Tu signes ou tu signes pas de la semaine, cette première semaine Mercato qui a donc été très animé. Vous êtes plus de 200 abonnés sur le compte, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez à partager et commenter les vidéos pour agrandir la communauté, pour qu'il y ait un maximum de personnes qui puissent voir ce contenu. Et comme ça, on pourra échanger à l'avenir sur plein d'autres sujets que le Mercato. Donc, n'hésitez pas à le faire et merci à ceux qui le feront. Nouvel épisode donc pour ce Tu signes ou tu signes pas, épisode 6. Je rappelle le concept, on se met à la place des trois acteurs, le club acheteur, le club vendeur et le joueur pour savoir si la rumeur sortie il y a 24 heures ou moins est intéressante pour l'avenir de ces trois acteurs. Et donc pour ce dernier épisode de la semaine, vous allez voir, on va parler de gros joueurs puisque pas mal de rumeurs sont sorties ce dimanche. On est parti donc avec le premier joueur. On commence, vous l'avez vu à la miniature, par une grosse recrue qui s'annonce du côté d'Arsenal. Après le recrutement de Zubimendi, on va en parler demain dans la matinale Mercato. Eh bien, d'après Fabrizio Romano, Victor Gyökeres devrait bien signer du côté d'Arsenal pour plus de 80 millions d'euros. On sait qu'Arsenal est à la recherche de plusieurs attaquants, un joueur pour l'aile gauche, mais surtout un avant-centre, puisque lors de la fin de saison dernière, c'était Mikel Merino qui a été le titulaire à ce poste en raison des blessures de Gabriel Jesus et de Kai Havertz. Donc c'était une priorité absolue pour Mikel Arteta. Et on parle donc de Victor Gyökeres, l'un des meilleurs buteurs en Europe. Alors, mon avis pour les trois acteurs. Premièrement, si je suis le joueur, bien évidemment que je fonce du côté d'Arsenal. Victor Gyökeres, je connais déjà l'Angleterre puisqu'il avait joué du côté de Brighton, mais également de Swansea et surtout de Coventry, là où il s'est révélé en Championship. Et donc un retour en Angleterre, en Première Ligue, dans un top club qui espère titiller les plus grosses écuries pour aller choper un titre de champion. Je trouve que c'est le projet parfait. Alors forcément pour Sporting c'est un coup dur, mais le club portugais a quand même été sacré champion du Portugal malgré le départ de Ruben Amorim à la mi-saison. Donc je pense que sans Victor Gyökeres, le titre sera encore accessible la saison prochaine. On sait que Benfica était assez proche, mais Porto était vraiment très loin. Donc ça se jouera sans doute encore entre les deux clubs de Lisbonne. Mais surtout, Sporting a quand même un joueur comme Konrad Harder dans son effectif, l'attaquant danois, qui a notamment joué le dernier Euro Espoir en Slovaquie, où il n'a pas été extraordinaire, mais il s'est montré un petit peu. C'est vraiment un joueur très prometteur qui n'a que 20 ans, qui est un peu dans le même registre qu'un Victor Gyökeres. Donc je suis persuadé que le Sporting va réussir à s'en sortir au moins en championnat sans son attaquant phare. Mais en tout cas, si ça se fait, et c'est bien parti pour, on sera vraiment sur la plus grosse recrue de ce mercato estival 2025. On reste en première ligue et encore un transfert concernant une star du football européen. D'après Mundo Deportivo, Manchester City a fait de Denzel Dumfries sa priorité pour le poste de latéral droit. On a appris hier que Kyle Walker a été transféré du côté de Burnley. On en a parlé dans la matinale Mercato ce matin. Et bien donc City a besoin de se renforcer à ce poste de latéral droit pour amener une concurrence à Rico Lewis et potentiellement aussi à Matheus Nunes, qui n'est pas un véritable latéral droit mais qui a dépanné depuis plusieurs mois. Donc Denzel Dumfries serait la priorité du club d'après Mundo Deportivo. Donc franchement, moi je trouve que c'est une très très bonne recrue en perspective pour les Mancuniens. Ce serait une superbe concurrence à Rico Lewis, un joueur qui en plus de ça rentrerait parfaitement dans le style de jeu de Guardiola. On sait que le technicien espagnol veut absolument que ses latéraux soient très offensifs, soient presque des milieux de terrain. Donc c'est aussi pour ça que parfois il utilise des milieux de terrain à ce poste. Dumfries c'est un joueur qui est habitué à jouer très haut dans son couloir, plus comme un piston droit qu'un latéral droit. Mais on l'a vu en Ligue des Champions contre le FC Barcelone, c'est même un joueur qui parfois se retrouve ailier droit, qui apporte énormément de surplus dans les défenses adverses. C'est un joueur très rapide mais très physique aussi, pas facile à marquer, pas facile non plus à défendre. Donc vraiment ce serait une super recrue qui je pense s'adapterait parfaitement à la première ligne. Maintenant la crainte c'est qu'effectivement Denzel Dumfries c'est un joueur qui est habitué au jeu de transition, que ce soit avec les Pays-Bas ou avec l'Inter,
passer à Manchester City, qui a un jeu forcément de possession, ça pourrait le mettre en difficulté, du moins dans les projections offensives. Maintenant, voilà, on sait que City, comme je l'ai dit, aime beaucoup jouer avec des joueurs très hauts sur le terrain. C'est un profil quand même assez similaire à celui de Matheus Nunes ou encore à celui de Kyle Walker par le passé. Donc il ne serait pas non plus, je pense, mal utilisé par Pep Guardiola. Il en a conscience de ce qu'il veut en faire, de ce qu'il peut encore développer chez lui, parce que c'est un joueur très prometteur, même s'il a déjà, entre guillemets, dépassé les 25 ans. Ça reste quand même un joueur encore très prometteur, qui, je pense, peut beaucoup progresser, notamment sur le plan technique. On l'a vu contre Barcelone, il a été monstrueux techniquement, dans le dernier geste, en finition, en centre, tout ça. Donc vraiment un super joueur pour moi, pour Manchester City, et une solution entre guillemets complémentaire au profil d'un Rico Lewis qui est beaucoup plus technique. Vous l'aurez donc compris, si je suis Manchester City, je fonce sur lui, d'autant plus que d'après Mundo Deportivo, il a jusqu'au 15 juillet une clause libératoire à 25 millions d'euros, ce qui est vraiment très peu cher pour un joueur de cette qualité là. Donc vraiment, l'opportunité est parfaite pour Manchester City. Et enfin, du côté de l'Inter, forcément, c'est un transfert qui va faire encore très mal. Les Interistes, voilà, sont, comme je l'ai dit, sur un nouveau cycle. Mais perdre Denzel Dumfries, ça serait vraiment une grosse perte. Ce qu'il a été vraiment hyper important dans les gros matchs, notamment dans cette double confrontation historique face à Barcelone. Peut-être ses meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé en Italie. D'autant plus que l'Inter n'a pas vraiment de remplaçant de programmé dans l'effectif. Si on regarde un peu, il n'y a que Matteo Darmian qui est un vrai piston droit pour cette saison 2025-2026. Voilà, il faudra absolument trouver une solution entre guillemets de repli et qui sera aussi adaptée au jeu de Chivu. Donc voilà, en conclusion, une très bonne nouvelle pour City et Dumfries, ce transfert, mais une très mauvaise pour l'Inter. Et pour terminer avec la Première Ligue, une dernière piste qui concerne Newcastle. Il y a quelques jours, on a parlé de la piste et de la rumeur Balerdi du côté de Newcastle. On sait que Marseille ne veut absolument pas perdre son capitaine et les Magpies étaient prêts à dépenser plus de 40 millions d'euros, mais normalement l'Argentin devrait bien rester. Pour rappel, Newcastle n'a que 4 défenseurs centraux dans son effectif, à savoir Sven Botman, Dan Burn qui peut également jouer latéral gauche, Fabian Schär et Jamel Lascelles qui est un petit peu en difficulté depuis plusieurs années. Donc forcément, il faudra recruter un défenseur central de grande qualité pour espérer atteindre les phases finales. Et donc, après l'échec Balerdi, en tout cas présumé, Newcastle serait sur une autre piste, l'international italien Scalvini de l'Atalanta Bergame, un joueur très prometteur de seulement 20 ans et qui reste encore 3 années de contrat et qui est vraiment vu comme une promesse du football italien. Mais pourtant, c'est chez Newcastle, je n'y vais pas. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que Scalvini revient d'une saison blanche quasiment, il n'a disputé que 6 matchs de Serie A. Il avait loupé l'Euro 2024 à cause d'une rupture du ligament croisé qui l'a empêché de jouer pendant toute la première partie de saison. Malheureusement, quand il est revenu, il s'est de nouveau blessé à l'épaule, ce qui a fait qu'il a manqué la fin de saison. Donc clairement, on n'est pas sur un joueur qui est dans sa meilleure état de forme. Et en plus de ça, on parle d'un joueur qui est principalement habitué à jouer dans une défense à 3 centraux parce que c'est pas le défenseur le plus rapide. Il est très bon physiquement dans les duels, mais c'est un profil qui, je trouve, correspond un peu à celui de Sven Botman, ce qui fait que on va peut-être perdre un petit peu en termes de complémentarité si c'est lui qui prend la place, par exemple, d'un Fabian Schär. Donc moi, je partirais plutôt sur un autre profil, un joueur qui a un peu plus d'expérience, notamment de la Ligue des Champions, qui sort d'une très grosse saison avec le Feyenoord Rotterdam. C'est David Danco, qui lui est également gaucher, qui donc rentrerait entre guillemets dans le profil recherché par Newcastle et qui, en plus de ça, a vraiment de l'expérience en Ligue des Champions. Il a fait une très grosse saison aussi, donc comme j'ai dit, au Feyenoord Rotterdam. Et alors il n'arrive pas non plus à la fin de son contrat, il lui reste 3 années, mais il a une valeur marchande entre guillemets moins importante. Et sinon, si vraiment Newcastle veut miser sur la jeunesse, moi je tenterais plutôt un Ousmane Diomandé. Lui pour le coup c'est pareil, c'est un joueur qui est plus habitué à une défense à 3 qu'à une défense à 2 centraux, mais c'est un joueur qui a fait une saison pleine du côté du Sporting Portugal et qui, je pense, a un profil physique plus adapté à la Première Ligue qu'un Scalvini. Et si vraiment Newcastle a des refus pour ces deux joueurs, la dernière piste que j'évoque, mais je pense que ça sera la plus chère, c'est Murillo de Nottingham Forest qui a fait une saison extraordinaire, mais là pour le coup, je pense que ça va coûter plus de 50 millions d'euros, donc pas sûr que Newcastle peut se permettre d'investir autant d'argent. Si juste Scalvini, moi pour le coup, c'est une bonne nouvelle que Newcastle s'intéresse à moi. Maintenant, je préfère quand même prendre le temps de revenir. On sait que la Première Ligue, c'est très physique. S'il doit enchaîner
et la Première Ligue et la Ligue des Champions avec de la grande intensité, ça va être vraiment difficile pour lui de, on va dire, être déjà régulier, mais surtout de résister aux blessures. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux pour lui qu'il reste à l'Atalanta, même s'il y a eu le départ de Gasperini, mais c'est un contexte familial quand même, et lui, ça lui permettrait de revenir doucement à son meilleur niveau, en vue notamment de la Coupe du Monde en 2026, où il espéra se qualifier avec l'Italie. Et enfin, si je suis l'Atalanta, j'avoue c'est un peu compliqué de comprendre la situation du club. Il y a eu beaucoup de départs, Gasperini, tout ça. Il y a une refonte un petit peu de l'organisation. On sait aussi que Ruggieri est parti. Il y aura sans doute d'autres départs au milieu de terrain. Donc voilà, l'Atalanta, on ne sait pas trop où ça va aller. Mais en tout cas, moi, je ferai tout mon possible pour garder Scalvini. Parce que je pense qu'avec ses blessures, sa valeur marchande est assez basse par rapport au potentiel qu'il peut atteindre. Allez, pour terminer, on va évoquer maintenant la Ligue 1 avec deux ailiers droits. Le premier, c'est le Belge Johan Bakayoko, à qui il ne reste qu'une année de contrat, joueur du PSV Eindhoven, qui serait ciblé par l'AS Monaco. Newcastle est également intéressé en cas d'échec de la piste Anthony Elanga. On en reparlera sans doute demain lors de la matinale Mercato. Mais donc, pour en venir à Bakayoko et Monaco, les Monégasques, qui se sont déjà pas mal activés sur ce Mercato estival, aimeraient donc se renforcer à droite en cas de départ de Manas Akliouche, qui est courtisé, je le rappelle, par Arsenal et aussi le PSG. Donc c'est une possibilité, mais je pense qu'il viendra seulement si le transfert d'Akliouche est acté. Mais voilà, les premiers renseignements ont été pris pour un joueur extrêmement prometteur qui avait connu une saison 2023-2024 exceptionnelle, où pour moi il s'est vraiment révélé en Europe, là où c'était un peu plus compliqué cette saison, mais c'est un joueur quand même important de la sélection belge qui, comme tous les autres joueurs, vont espérer se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 et être titulaire aux États-Unis avec la sélection belge. Donc voilà, c'est un joueur qui a tout à gagner à passer un cap dans sa carrière. Il va quitter le PSV Eindhoven, où il a été champion des Pays-Bas, pour un club avec un effectif vraiment de qualité qui va tenter de passer la phase finale une nouvelle fois. Et pourquoi pas d'aller encore plus loin. C'est un joueur qui, dans le contexte monégasque, pourra clairement, on va dire, s'exprimer et continuer de progresser. Là où en Angleterre, ça serait peut-être un peu plus compliqué au niveau notamment de, malheureusement, de sa régularité qui n'est pas encore très présente. On parle d'un profil de joueur un petit peu à la Jérémy Doku, donc qui ferait quand même très mal à la Ligue 1. Et c'est pour ça que moi je trouve que, et pour Bakayoko et pour Monaco, ce serait un très bon transfert. Et enfin pour le PSV Eindhoven, forcément, comme je l'ai dit, le joueur il va à un an de la fin de son contrat. Le PSV, c'est un club qui a déjà investi pas mal sur des jeunes pour anticiper les gros départs de cet été. On rappelle, un Tillman vers le Bayer Leverkusen, c'est presque fait. On a le départ libre de Jong. On a en défense Boskagli et Benitez qui sont partis. Donc un été très chargé pour le PSV. Perdre Bakayoko, ça serait vraiment une grosse perte. D'autant plus qu'il y a également normalement la signature de Noah Lang du côté de Naples qui va bientôt être officialisée. Mais forcément, à un an de la fin de son contrat, vaut mieux le vendre maintenant que de le laisser partir libre, sachant que le PSV, comme je l'ai dit, a le centre de formation et des recruteurs de qualité pour justement essayer de retrouver des petites pépites à développer et qui pourront s'exprimer facilement en Eurodivisie la saison prochaine. Donc pour conclure, c'est un oui pour les trois parties. Et enfin, un autre ailier droit qui lui pourrait faire son retour en Ligue 1 du côté du Stade Rennais, c'est l'ancien Brestois et Niçois Franck Honora qui serait courtisé par le club breton du Stade Rennais. Pour rappel, Franck Honora s'était révélé avec le Stade Brestois en Ligue 1 avant de s'envoler pour le Borussia Mönchengladbach où il a fait deux très belles saisons. D'après Foot Mercato, il est courtisé par pas mal de clubs également à l'étranger. On parlait, je crois, de Leeds et de Valence notamment. Alors, est-ce que c'est un bon transfert ou pas? Pour le joueur, c'est vrai que Franck Honora sur de deux très bonnes saisons en Bundesliga. Malheureusement, il n'a pas réussi à qualifier le club en Ligue Europa ou même en Ligue Europa Conférence. Donc je pense que c'est un échec un petit peu personnel pour lui. Et sans doute qu'il voudrait essayer de trouver un club qui joue une compétition européenne la saison prochaine. Après, peut-être qu'un retour en France aussi, c'est ce qu'il veut personnellement pour sa vie personnelle. Mais est-ce que Rennes, c'est le meilleur projet? Je ne suis pas convaincu. Parce que Rennes, ça bouge beaucoup. Il y a déjà pas mal de joueurs à ce poste. Il y a notamment Ludovic Blas, Fabien Rieder, même s'il devrait partir. Tamari, l'ancien Montpellierin, mais là aussi, on parle potentiellement d'un départ pour lui. Et le Colombien Gomez, qui avait été recruté quand même assez cher en provenance de la MLS. Donc c'est même pas sûr qu'il soit un titulaire indiscutable, soit Bibey. On sait que le projet rennais
c'est assez compliqué en termes de comment dire, de stabilité. Donc moi, je trouve pas que partir de Gladbach à Rennes, ça soit un très bon choix. Par contre, je pense qu'effectivement, tenter un nouveau challenge dans un club plus EP qui jouerait une compétition européenne, ce serait vraiment une bonne idée. Donc, si je suis Honora, je ne vais pas au Stade Rennais, mais dans un autre club. Du côté du Stade Rennais, c'est un transfert qui me surprend pas tellement, puisque Rennes aime bien recruter des anciens joueurs de Ligue 1, des joueurs qui ont réussi par le passé à s'y exprimer. On l'a vu notamment avec Lilian Brassier et Tamari. Maintenant, par rapport au fait qu'il y ait déjà quand même 4 joueurs à ce poste, même 5 si on rajoute Kalimundo, je trouve que ça fait un petit peu trop chargé. Pour moi, la priorité, c'est d'abord de se séparer justement de ces indésirables avant d'avancer des pions sur un ailier droit supplémentaire, d'autant plus que voilà, les postes de piston sont pour moi plus une priorité. On parlait d'un moment donné d'Anthony Cassi, mais ça met du temps à avancer sur ce dossier. Après, si on parle uniquement du talent du joueur, oui, ça serait un plus pour le club. C'est un joueur qui vraiment pourrait apporter statistiquement à cette équipe, ce qui est important en vue d'un départ de Kalimundo. Mais maintenant, est-ce que Rennes a toutes les conditions réunies pour le faire signer et le laisser, entre guillemets, s'exprimer de façon sereine? J'en suis pas convaincu. Et enfin, du côté du Borussia Mönchengladbach, bah, ce serait une énorme perte, encore une fois. Comme Dumfries à l'Inter, là, ce serait vraiment une énorme perte pour Gladbach, qui a pas forcément énormément d'argent à investir. Il y a déjà eu le départ de Manu Koné pour l'AS Roma, de Marcus Thuram par le passé du côté de l'Inter. Je pense que perdre Honora, un troisième Français qui s'était révélé, ça serait compliqué. D'autant plus que voilà, pas sûr qu'ils arrivent à retrouver un joueur de cette qualité-là sans compétition européenne. Donc moi, j'essaie de faire forcément monter les enchères. Je crois qu'Honora est plus ou moins valorisé à 10 millions d'euros en ce moment. J'essaie d'aller choper au moins 15-20 millions si c'est le Stade Rennais, puisqu'on sait que c'est un club quand même qui a beaucoup de moyens financiers. Mais clairement, ce serait une énorme perte pour le Borussia Mönchengladbach. Et il faudra donc trouver un nouvel ailier droit. Donc pas facile à trouver un joueur aussi bon et aussi peu cher. Voilà, c'est donc terminé pour ce Tu signes ou tu signes pas, épisode 6. Et pour donc cette semaine chargée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la communauté, à liker, commenter, partager pour également faire développer le projet. Et puis moi, je vous dis donc à lundi pour une nouvelle semaine Mercato sur les réseaux sociaux. Ciao!